En ce mercredi 10 septembre, le rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la Bari. Mais avant son développement, voyons les titres. Hama Amadou, l'affaire des bébés importés et son exil à l'origine d'une déferlante de communiqués et d'interviews, le tout dans une actualité bouillonnante. C'est dire, l'affaire est omniprésente et nous nous y attarderons le long de ce journal. Certains boulangers de la capitale utilisent le bromate de potassium, un additif alimentaire très cancérigène. La nouvelle a fait le tour de la ville et l'indignation et la peur ont gagné le consommateur. Nous sommes allés à la rencontre d'un nutritionniste. Vous l'entendrez dans ce journal. Voilà donc pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. L'affaire des bébés importés, dis-je, Hama Amadou qui quitte le pays et sort depuis peu de son silence. À la date d'hier, mardi 9 septembre, le gouvernement, par le canal du secrétariat général du gouvernement, réagit à travers un communiqué dont en voici la teneur. Depuis abord, le communiqué rappelle que c'est sur la base de la requête du procureur de la République transmise au ministre de la Justice que le gouvernement a demandé au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser la mise à disposition à la justice du député Hama Amadou dans le cadre de l'instruction du dossier de l'affaire de supposition d'enfants. Ainsi que l'a dit la Cour constitutionnelle dans son arrêt numéro 12/CC/MC rendu le 4 septembre 2014, le bureau de l'Assemblée nationale est compétent hors session pour autoriser l'arrestation d'un député. Le communiqué précise deuxièmement qu'en dépit des allégations de M. Hama Amadou, ce dossier est et demeure strictement judiciaire. Le Niger étant un état de droit, poursuit ce communiqué, ce dossier, comme tous les autres, est traité judiciairement sans aucune interférence politique. Au Niger, et cela est unanimement reconnu, la justice est indépendante, ainsi qu'il a lui-même déclaré au cours de ses interventions antérieures. Il sait qu'elle n'est pas une justice aux ordres. Troisièmement, le communiqué renchérit que, comme à son habitude, et chaque fois qu'il est incapable d'assumer les conséquences de ses actes répréhensibles, M. Hama Amadou fuit le Niger et se fait passer pour la victime des autres en inventant des mensonges grotesques tentant à faire croire que les autorités en place veulent attenter à sa vie. Il est connu de tous que l'intéressé est coutumier de ce genre de déclarations paranoïaques par lesquelles il prête aux autres ses propres intentions, estime le gouvernement, qui rappelle que par le passé, il a porté la même accusation contre les présidents de la République qui se sont succédés depuis l'avènement de la démocratie au Niger. Aujourd'hui, plus personne ne croit un seul instant à la thèse de planification d'assassinat politique au Niger, encore moins se laisser abuser par les propos de M. Hama Amadou, passé maître dans l'art de tentative de déstabilisation des régimes auxquels il n'appartient pas. Point de suspension et le communiqué continue pour dire « M. Hama Amadou veut faire croire que le président de la République a planifié d'attenter à sa vie en raison de sa candidature à l'élection présidentielle de 2016. » Le communiqué démentit alors, soulignant dans son 4e point que contrairement aux affirmations de M. Hama Amadou, la justice a bien requis le test ADN, mais aucun des présumés parents de ces bébés ne l'a accepté. Conformément aux engagements de son Excellence Youssouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, le gouvernement réaffirme sa ferme volonté à promouvoir sans relâche la démocratie et l'État de droit au Niger. Il tient à rappeler que tous les Nigériens sont sous l'empire des mêmes lois. De ce fait, il ne saurait y avoir d'application sélective de la loi au profit de qui que ce soit. Et dans un entretien qu'il a accordé à Radio France Internationale, RFI, Hama Amadou a expliqué avec force détail les raisons de son départ. « Je suis parti pour sauver ma vie », a-t-il dit, entre autres. Notre reporter Hassan Saleh Mustafa a passé au peigne fin la dite interview et voici son décryptage. 2 semaines après son départ, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, s'est prononcé pour la première fois sur RFI. Dans un entretien de moins de 4 minutes, le président de l'Assemblée nationale a expliqué les raisons qui l'ont poussé à quitter précipitamment le Niger.
Depuis octobre 2013, je suis régulièrement harcelé par ce pouvoir qui tente par tous les moyens de me déstabiliser et de m'éliminer de la scène politique. Et je le dis avec d'autant plus de certitude que chaque fois que M. Issoufou Mahamadou rencontre les étrangers, il leur dit que M. Mahamadou est un prétentieux qui raconte à qui veut l'entendre qu'il a avec lui une partie de l'armée et que son intention c'est de lui faire un coup d'État. Et que ce sera lui ou moi, dit-il. Mais je sais que cette intention mortifère à mon égard existe bien au niveau de M. Issoufou Mahamadou. Hama Amadou a quitté Niamey le jour où le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de le mettre à la disposition de la justice pour être entendu dans l'affaire des bébés importés. Une affaire de laquelle sa femme serait impliquée et croupie actuellement à la prison civile de Kolo. Une affaire que Hama Amadou qualifie de politique. Quand ma femme s'est retrouvée devant le juge d'instruction, spontanément elle a dit au juge: je suis prête à faire le test ADN. Il lui a été répondu devant les avocats de ma femme qu'il ne s'agit pas de ça pour le moment, ma prison. À partir du moment où l'objectif n'est pas de prouver que les enfants sont bien les enfants de ma femme, les avocats m'ont dit, dans les conditions où ce dossier est instruit, nous vous déconseillons ardemment de le faire. Dans l'islam, le principe qui est posé que une femme qui se trouve dans les liens de mariage, tout enfant qu'elle peut avoir appartient systématiquement au mari et qu'il lui est interdit de procéder à des contrôles puisqu'il faut protéger les enfants. Il y a beaucoup d'obscurité qui a été sciemment créée autour de ce dossier. Je préférerais que le juge lance un mandat d'arrêt international contre moi. À ce moment-là, il faut envoyer le dossier pour démontrer que M. Hama Amadou, par rapport à ce dossier, a à se reprocher. J'ai foi au juge français. Si je suis coupable de quoi que ce soit dans ce dossier, si ma femme elle-même est coupable et que des preuves sont présentées, oui, en partie, cette affaire a été montée pour trouver le moyen de se débarrasser de moi de la prison de l'Assemblée nationale. L'aspect judiciaire n'est un prétexte pour se débarrasser d'un adversaire politique que l'on redoute. Et qui se présentera à la présidentielle de 2016. Et c'est bien pour cette raison que j'ai refusé d'aller en prison. Et quoi qu'il fasse, il aura des adversaires de poids en face de lui en 2016, Inch'Allah. Le président de l'Assemblée nationale, également président du parti Lumana, a quitté le Niger pour sauver sa vie, dit-il, mais aussi pour se préparer pour les élections de 2016. Dans ce tourbillon politico-médiatique, toujours, les députés de la majorité parlementaire sont également entrés dans la danse. Ils ont apporté un formel et cinglant démenti sur tous les propos tenus par Hama Amadou, paru dans le journal Jeune Afrique. Résumé Adam Soumana et Aboubakar Souley. Cette sortie médiatique des députés de la majorité parlementaire fait suite à l'interview accordée par le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, au journal panafricain Jeune Afrique dans sa dernière parution. Une interview dans laquelle le président de l'Assemblée nationale a fait cas de ses démêlés politico-judiciaires avec le régime de la 7e République qui porte entre autres sur l'affaire dite des bébés importés et son présumé arrestation suivie de meurtre. D'entrée du jeu, le président du groupe parlementaire du PNDES a tenu à apporter quelques précisions sur l'affaire du président de l'Assemblée nationale. En résumé, il faut comprendre que M. Hama a lâché sa femme, M. Hama a menti parce que quand il parle d'empoisonnement, il y a seulement quelques mois, M. Hama avait tenu un point de presse au cours duquel il a affirmé avoir détenu un poison avec un enregistrement. Donc toutes les preuves à l'époque, il a eu à dire qu'il sait de quoi il parle. Mais aujourd'hui, ce n'est plus d'un enregistrement qu'il s'agit, ce n'est plus d'un poison, un poison qu'il détient, mais plutôt c'est Mohamed Issou qui détient, qui est en possession d'un poison qui va lui être injecté quand il serait arrêté et le faire mourir à petit feu pour que Mohamed Issou se défraie le chemin, n'est-ce pas, de la présidence pour l'année 2016. Au président du groupe parlementaire PNDES de poursuivre son intervention en évoquant un sujet très gravissime portant sur un renversement du régime actuel avec bain de sang. M. Hama Amadou est en train de mener des activités
et de faire croire à qui veut l'entendre que il y aura un coup d'État au Niger avec élimination physique du président de la République. Dans toutes les fadas que fréquentent les partisans de Hama Amadou, c'est cette information qui est en train d'être véhiculée. Pour sa part, l'honorable député Gusman Abdelmoumin a fait la genèse de la rupture de l'alliance entre le PNDS et le Modem Faloumana avant de renchérir que le président Issoufou Mahamadou n'est pas un criminel, a fortiori un tortionnaire. Étant parti donc depuis ce temps, et lui-même n'ayant pas renoncé à son poste ici à l'Assemblée nationale, bien qu'il doit le faire, parce que la majorité qui lui a donné ce poste, il l'a quitté. Étant donc parti, Hama Amadou et les siens ont commencé à faire des agitations pour renverser le gouvernement. Quant au député Assoumana Malam Issa, il s'est appesanti sur le harcèlement politique dont le président de l'Assemblée nationale dit être victime. Une des thématiques favorites de M. Hama Amadou et de ses partisans, qui est celle du harcèlement politique. Il n'y a pas une intervention d'un militant du parti de Hama Amadou ou une sortie de Hama Amadou lui-même depuis le 22 août 2014 dans laquelle ils n'ont pas fait ressortir que parce qu'ils ont quitté la mouvance, Hama est chaque jour harcelé par la mouvance. Et je voudrais relever qu'il n'en est pratiquement rien. Ainsi, c'est un démenti formel que les élus nationaux de la majorité parlementaire apportent sur toutes les accusations faites par la deuxième personnalité du régime concernant son affaire et les raisons de sa fuite que d'aucuns qualifient de repli stratégique. Et dans cette même saga, voyons à présent l'arrêt de la Cour constitutionnelle saisie par un groupe de députés par rapport à l'autorisation d'arrestation du président de l'Assemblée nationale en date du 27 août dernier. Cette autorisation vaut levée d'immunité, apprend-on dans ce résumé de Abdourazak Idrissa. La requête a été adressée à la Cour par 14 députés de l'opposition. Ils voulaient qu'elle juge et dise, entre autres, que l'arrestation d'un député, même hors session, ne peut être autorisée que dans le cadre d'une poursuite judiciaire régulière ou encore que l'autorisation d'arrestation du président de l'Assemblée nationale donnée par le bureau de l'institution n'est pas synonyme de levée de l'immunité parlementaire. Après analyse de cette requête, tant dans sa forme que dans son fond, la Cour dit que hors session, l'arrestation d'un député est soumise à la seule autorisation du bureau de l'Assemblée nationale et que la poursuite est possible sans aucune arrestation. Que hors session, l'appréciation de la régularité d'une poursuite judiciaire relève d'un autre ordre de juridiction, que dès lors la Cour n'est pas compétente pour apprécier la régularité de la poursuite judiciaire. Que les articles 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et 12 de la loi portant statut du député ne sont pas applicables en cas d'autorisation d'arrestation du député hors session par le bureau de l'Assemblée nationale. Elle dit aussi que hors session, l'autorisation d'arrestation décidée par le bureau de l'Assemblée nationale constitue une levée d'immunité. La Cour dit aussi qu'elle n'est pas habilitée à combler ou corriger des lacunes ou insuffisances du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que dès lors, il n'appartient pas à elle d'apprécier l'opportunité d'aménager une procédure pour la levée de l'immunité du député hors session. Enfin, la Cour dit que la levée de l'immunité par la plénière de l'Assemblée nationale ne concerne que la période des sessions conformément à l'alinéa 3 de l'article 88 de la Constitution, que par conséquent, l'autorisation d'arrestation d'un député par le bureau de l'Assemblée nationale prévue à l'alinéa 4 de l'article 88 de la Constitution ne constitue pas une méconnaissance du principe de l'immunité parlementaire. Cet arrêt a été notifié au requérant et publié au journal officiel de la République du Niger.
Et pour clore ce long chapitre des bébés importés, découvrons ensemble la teneur de la déclaration de 5 associations islamiques ce matin à l'AFN à Niamey. Et oui, une vraie levée de bouclier, me diriez-vous, et cela, c'est dans un compte rendu de Nasser Dantofo et Sadoudoumi. C'est dans un souci de jouer à l'apaisement et à la préservation de la quiétude sociale que 5 associations islamiques ont jugé utile de se prononcer relativement à la situation sociopolitique actuelle du pays. Situation peu ordinaire, née du débat autour de la question des bébés importés, une pratique totalement contraire aux valeurs islamiques et coutumières, estiment ces associations islamiques. En islam, l'autorité compétente est la seule habilité à gérer convenablement cette question, en respectant les principes de justice et d'équité requis. Le prophète, paix et salut sur lui, dans un hadith d'équité et d'impartialité, disait, et je cite, « Même si c'est Fatima, sa fille, qui commet un vol, il lui couperait la main. » Hadith unanime. Dans les mêmes ordres d'idées, il convient de rappeler les devoirs d'obéissance cités dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala disait, et je cite, « Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » Surat An-Nisa, c'est-à-dire les femmes, verset 59. Nul n'a le droit de s'en mêler d'une question qu'il ignore ou de faire le procès de celui supposé fautif ou de lui nuire par la violence verbale, physique et autres. Le prophète, paix et salut sur lui, disait, et je cite, « Il est défendu de se nuire soi-même et de nuire à autrui. » Hadith unanime. C'est pourquoi les signataires de cette déclaration demandent aux autorités et aux leaders religieux à plus de vigilance. Nous prions nos honorables leaders religieux, chefs coutumiers, les différents dirigeants de groupes sociaux à agir dans le sens unique de l'apaisement. C'est cela que commande le bon sens, la sagesse et notre religion, pour que la paix et la quiétude sociale continuent à régner dans notre pays. Les associations islamiques du Niger, signataires de cette déclaration, vous demandent enfin d'intensifier les prières et les invocations du Seigneur pour qu'il nous gratifie d'un hivernage fécond. Qu'Allah, le tout miséricordieux, bénisse le Niger, bénisse son peuple. Elles exhortent également aux musulmans de ne pas être en proie à la passion, d'agir avec impartialité et surtout se référer aux enseignements de notre religion. Et dans ce tohu-bohu généralisé, la mort, hélas, pour nous rappeler que nous ne sommes que des simples mortels. La société civile nigérienne, en effet, est en deuil avec le décès hier de Boubacar Bozari à la suite d'une longue maladie. Ce matin, dans le silence et le recueillement, il a été inhumé par les siens au cimetière musulman de Yantala. Ibrahim Tikire et Sadou Doumi y étaient pour la RTL. Né le 13 avril 1969 à Niamey, Bozari Boubacar, après son diplôme universitaire option sociologie, a été un grand activiste, militant de plusieurs organisations des droits de l'homme et de la démocratie. Bozari Boubacar nous a quittés ce 9 septembre 2014 de suite d'une longue maladie. Ils étaient nombreux, parents, amis et connaissances du défunt qui l'ont accompagné à sa dernière demeure en cette matinée du mercredi 10 septembre 2014. Bozari, évidemment, de part, on s'est connus comme des camarades militants dans le mouvement scolaire nigérien, mais par la force des choses, par le temps que nous avons passé ensemble, on était devenus plus que des camarades, plus que des amis, nous étions devenus des frères.
Je ne peux pas résumer tout ce qu'il convient de dire sur l'homme. Je me contenterai de rappeler qu'il est loyal, qu'il est courageux, et vous l'avez tous observé durant toute cette maladie. Il était encore là pour remonter le moral à ceux qui en avaient besoin. Jamais il n'a baissé les bras et je pense que c'est ce que nous devons garder de lui. Un homme courageux, déterminé, loyal dans ses relations. Le camarade Boubacar Bozari, c'est plus qu'un ami, c'est un frère. Et le souvenir que je retiens de lui, c'est le fait que Bozari, c'est un homme très simple, très disponible, ferme, résolu et déterminé. Quelqu'un d'intègre, sur qui on peut compter à tout moment. Et avec Bozari, nous avons fait beaucoup de choses. Et en termes de lutte citoyenne, c'est quelqu'un qui, comme nous, a toujours fait preuve de sacrifice, de don de soi. On a assumé toutes les épreuves avec lui. Et on a subi tous les sacrifices qu'il faut faire pour faire aboutir les différentes luttes que nous avons estimé devoir faire dans l'intérêt de notre peuple. Bozari partage le sacrifice de tout ça. Bozari, c'est un homme affable. Et c'est vrai, c'est quelqu'un de très discret. Il ne se fait pas voir tout le temps, mais en réalité, c'est lui la machine aussi. Il fait partie de la machine exactement comme le caméraman là qu'on ne voit pas, qui prend et qui réalise et qui met à la disposition du public sans qu'on ne les voit en effet. Et que c'est exactement cette même type de relation que nous avons entre Bozari et nous, et entre Bozari et le combat citoyen que nous avons mené et que nous allons continuer, Inch'Allah. Bozari est quand même, au-delà d'un camarade, c'est un parent, c'est un ami. Parce que si je suis au Code, c'est d'abord parce que je suis de Croisade. Et Bozari est membre fondateur de Croisade. Et d'ailleurs, même le sigle Croisade, il fait partie de ceux qui l'ont, n'est-ce pas, trouvé. C'était un garçon formidable, un homme de bien, un homme qui a su cultiver et consolider ses relations avec les autres. Et c'était un combattant de la liberté, un défenseur des droits humains. Puisse Allah le Tout-Puissant l'accueillir dans son paradis éternel. L'homme est un battant. Il défend les droits humains. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à combattre l'injustice sous toutes ses formes. De son passage à l'UNUNO, aux croisades, à la coalition Équité Qualité contre la vie chère, au GREN, au MPCR pour ne citer que cela, Feu Bozari Boubacar a été ce personnage tapis dans l'ombre, affable et sage. El Commandante, comme l'appellent affectueusement ses amis, même rongé par la maladie, a été un grand défenseur de la démocratie. Repose en paix, Bozari. Que Dieu ait son âme en pitié et que son passé de grands battants, de grands combattants lui survive. Amen. C'est le deuxième titre du jour, la panique qui s'est emparée du consommateur nigérien. Certains boulangers de la capitale utilisent un additif alimentaire cancérigène du nom de bromate de potassium. Pourquoi et quels en sont les risques? La peur au ventre, notre reporter est allé à la rencontre d'un nutritionniste. Écoutons ça. Le bromate de potassium, justement, c'est un produit qu'on utilise en boulangerie et c'est un additif alimentaire. L'objectif, justement, de l'utilisation de ce produit, c'est d'avoir un produit qui est beaucoup plus gonflé. Donc, du coup, ça donne une caractéristique au pain plus gonflé et une meilleure, le pain est plus doré. Donc, du coup, l'utilisation de ce produit n'est pas dénuée de conséquences. La conséquence de ce bromate de potassium, c'est justement son effet cancérigène. Son effet cancérigène est lié essentiellement au fait que ce produit utilisé dans le pain est consommé par quelqu'un
peut entraîner une modification au niveau de certains des chromosomes. Les chromosomes, c'est justement ce qui permet et ce qui détient l'information génétique au niveau de notre organisme. Donc, à travers la modification de ce chromosome, donc ce produit-là peut être cancérigène. Donc le cancer que le bromate de potassium peut entraîner, c'est essentiellement le cancer au niveau de la thyroïde, parce que et on connaît l'importance de la thyroïde parce que la thyroïde c'est un organe qui est impliqué dans la régulation d'un certain nombre de mécanismes, notamment par rapport à la croissance, notamment par rapport à la régulation sexuelle. Donc la thyroïde c'est une hormone qui joue un rôle important au niveau de l'organisme. Donc qui dit modification au niveau de la thyroïde dit naturellement les conséquences qu'on peut avoir au niveau de la thyroïde, sans pensant oublier le fait que tout cancer malheureusement peut entraîner aussi le décès. Deuxième organe qui peut être touché lié à la consommation de ce bromate de potassium, c'est le rein. Le rein, c'est l'organe qui est utilisé pour la filtration des impuretés, pour l'élimination des impuretés. Donc, qui dit atteinte du rein, justement, dit une diminution justement de cette caractéristique, notamment du rein. Et aussi le rein, comme je l'ai dit, peut être atteint par le cancer lié à la consommation de ce produit, et le cancer, tout comme le cancer du thyroïde, peut malheureusement être létal. Le cancer du rein également peut être létal. Le syndicat national des contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base a clôturé ce mercredi sa réunion annuelle. Venue de toutes les régions du Niger, les participants se sont penchés sur les préparatifs de l'année scolaire. Assoumana China et Sadoudoumi nous en donnent les détails. La réunion du bureau exécutif national et des secrétaires généraux des régions de SINASEB est une instance non statutaire qui se tient chaque année avant la rentrée scolaire. Elle passe en revue les difficultés rencontrées durant l'année scolaire écoulée et fait des propositions aux autorités en charge de l'éducation. Nous avons discuté sur la question de la rentrée académique 2014-2015, qui notamment le SINASEB, comme à lutter toujours pour que la rentrée soit une réussite, et c'était aussi le cas. Et nous nous sommes discutés sur cette même rentrée pour que ça soit une rentrée apaisée. Comme vous voyez, donc, des échanges fructueux ont été donc faits et des solutions ont été apportées à tous les problèmes. Les difficultés résument entre autres sur la révision de la grille salaire, comme nous l'avions dit la fois passée, et tout ce qui compose la condition dont l'enseignant doit se trouver pour un bon travail. À l'issue des échanges fructueux, les responsables du SINASEB ont élaboré un document de propositions qui sera transmis au ministère de l'Éducation nationale en vue d'améliorer les conditions de travail des enseignants. Je voudrais, au nom du secrétariat général, adresser mes vifs remerciements à l'ensemble des participants au cours de cette réunion annuelle qui ont mis du sérieux et qui ont agi en toute responsabilité pour aboutir à ces différentes conclusions-là. Nous finissons cette réunion avec un document dans lequel nous avons énuméré les différentes préoccupations que nous avons et faire en même temps des propositions au ministère de tutelle pour que, comme nous l'avons dit, ensemble nous puissions relever le défi de la qualité du système éducatif nigérien. Tout à l'heure, je l'avais dit, c'est parce qu'effectivement le SINASEB est un syndicat responsable. La place occupée par le Niger, en tout cas au dernier classement du PNUD, nous a amené à comprendre que le système éducatif a une place importante parmi les indicateurs de ce classement-là. Alors pour nous, les autorités politiques doivent comprendre qu'on ne peut pas relever les défis tant qu'on ne met pas les moyens dans le système éducatif nigérien. Au cours de cette réunion, les élections professionnelles étaient également à l'heure du jour. Le SINASEB se mobilise pour que la CNT remporte ces élections. Cap à présent sur la commune de Ingurti dans la région de Difa où des nouvelles autorités municipales ont été élues. Souvenez-vous, il s'agit du maire et du vice-maire que Hassan Saleh Mustafa a joint au téléphone. Nous l'écoutons. Oui, notre vote a eu des conditions très démocratiques dans l'apaisement et c'est à l'issue du vote que
nous avons pu rapprocher la mairie. Et c'est une dame qui rapporte la mairie au nom de pouvoir de la population. Il y a combien de candidats? Il y a eu 2 candidats à la mairie et 2 candidats au poste de vice-maire. Et ces candidats appartiennent à quelle formation politique? Non, nous sommes de la CDF. Notre candidat à la mairie et au poste de vice-maire sont du PND. Et qui a remporté les élections? La CDF, le candidat de Rahama sont remportés. Le maire et le vice-maire sont du parti CDS Rahama. Oui, la maire et le vice-maire sont du CDS Rahama. Et comment vous compterez travailler pour les habitants de la commune de Ngourti? En tant qu'acteur de développement, nous comptons travailler pour la commune, pour que la commune puisse s'épanouir et que les populations puissent vivre dans des conditions très normales. Aujourd'hui, la commune de Ngourti et la région, surtout dans la région, exploiter le pétrole. Beaucoup de ressources financières doivent nous revenir soit en forme de manque pétrolière ou en forme d'autres revenus. Nous comprenons vraiment que toutes les ressources pour venir les gagner sur cette population de l'île. Quels sont les premiers défis à relever? Je vous rassure, les premiers défis à relever sont des défis environnementaux. Aujourd'hui, la commune est totalement dégradée du fait des activités de l'exploitation pétrolière. Aujourd'hui, les priorités, c'est le quotidien des populations et nous allons nous appeler à ça immédiatement. Et la population de Ngourti est estimée à combien d'habitants? 55 000 habitants. Et comment, dans la ville, comment la population a accueilli votre élection à la tête de la mairie? Oui, ça a été une grande victoire et la population l'a accueilli à bras ouverts et nous verrons pour toute la population. Nous sommes des candidats pour des colorations politiques, mais une fois élus, nous sommes des candidats d'un parti politique. Nous donnons des personnalités et nous allons œuvrer pour que la commune puisse prospérer et pour que les populations de la commune de Ngourti puissent vivre dans des conditions très normales. Oui, comment vous cohabitez avec les autres formations politiques? Je parle d'opposition et la majorité. On est obligé de vivre ensemble. Le jeu démocratique, il y a des perdants et des gagnants. Et il faut se retrouver pour travailler pour la commune. C'est ça l'important. Retour à Niamey où dans le 3e arrondissement communal, un atelier de formation en langue des signes a été ouvert ce matin. Une initiative du handicap international et de la ville de Niamey. Au rang des participants, les élus locaux de l'arrondissement et les chefs de service nous rapportent Youssouf Omar et Aboubakar Souli. Désireux d'offrir un service de qualité pour tous, les agents de l'arrondissement communal 5 suivront du 10 au 13 septembre la présente formation en langue de signes. Toute chose pour apprendre à communiquer avec les sourds muets. Cet atelier entre dans le cadre du développement local inclusif à travers l'intégration des personnes qui vivent avec l'handicap en général et en particulier avec la personne vivant avec une déficience auditive. Cette formation sensibilisera les chefs de service et les élus locaux sur la situation des sourds et muets et leur inculquera des notions devant les habilités à offrir un meilleur service aux personnes sourdes et malentendantes ou avec toute autre personne qui a des difficultés de langage. C'est à la demande des chefs de service et des élus locaux que Handicap International a pris en charge la formation. Cette session de formation aidera les participants à découvrir le monde des personnes sourdes. Elle aidera aussi les participants à une accumulation de connaissances en langue de signes et un meilleur comportement envers les personnes à déficience auditive au travail. Je ne terminerai pas mes propos sans remercier Handicap International et la ville de Niamey d'avoir financé cet atelier de formation. Soyez attentifs pendant la formation. Vous devez être en mesure de communiquer avec les personnes sourdes et muettes après cet atelier, car nous aimerions que les services soient offerts équitablement dans nos locaux, a dit le maire du 5e arrondissement à ses collaborateurs. Cette brève, le droit et la justice sont-ils le fondement de la démocratie au Niger? C'est le thème d'une conférence cet après-midi même au CCFN de Niamey. Nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine édition. Promesse de Michel Djedji. Puis nous en venons au sport avec cette conférence de presse de la Fédération nigérienne d'athlétisme. Niamey va abriter le championnat national d'athlétisme et la Fédération a jugé utile d'en informer l'opinion et de faire le point des préparatifs. Écoutons le président de la dite fédération. Donc, comme M. Djingere l'a si bien dit, c'est pour l'organisation du championnat national d'athlétisme qui aura lieu à Niamey. Ce championnat sera la 17e édition que
que la Fédération nigérienne d'athlétisme organise. Et à notre actif, au niveau du bureau exécutif de la Fédération, depuis 2005, nous avions toujours organisé ce championnat-là dans différentes régions du Niger. On l'a essayé, mais malheureusement, les infrastructures ne suivent pas. Nous avions eu à organiser le championnat à Tawa. On a fait un championnat à Zander, un championnat à Dosso. Dans les autres régions, il n'y a pas d'infrastructure, la fédération n'a pas pu organiser. Mais notre vœu, c'était d'organiser, de délocaliser les activités de la fédération. C'est pourquoi au moins chaque année, et au moins 4 régions du Niger sont intéressées par les activités de la fédération. Soit par l'ouverture de saison, soit par la journée mondiale d'athlétisme, soit par le championnat national, soit par une activité quelconque. Donc c'est pourquoi nous avions demandé que vous veniez nous assister par rapport à l'organisation de ce championnat-là. Qui dit championnat national dit la participation de toutes les régions du Niger. En tout cas, depuis que nous avions commencé à organiser ce championnat-là, que ce soit à Niamey ou dans les autres régions, toutes les régions étaient présentes. Et sur la base d'une sélection régionale. Donc c'est à partir de cette sélection régionale que les délégations forment la taille de leur délégation, que les régions forment la taille de leur délégation. Donc nous estimons que les régions qui viennent avec les meilleurs de ces régions-là. Donc à notre niveau, on va les mettre en compétition pour voir réellement est-ce que la sélection qui a été faite dans les régions était une sélection sérieuse ou pas. Donc voilà comment nous procédons. Et aussi la fédération a placé dans chaque région des licences. Parce que nous voulons essayer de professionnaliser l'athlétisme et aussi le développer dans les régions, dans toutes les régions du Niger. Point final de ce journal, en renouvelant nos condoléances et toute notre compassion pour les amis, parents et amis et connaissances du regretté Boubacar Bozari, rappelé à Dieu hier soir. Nous sommes de tout cœur. Au revoir.